Warren Buffett est l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Et depuis la prise de contrôle de Berkshire Hathaway, l'entreprise a réalisé une performance annuelle d'environ 20%, soit le double du S&P 500. Mais du coup, comment expliquer un tel succès dans ses investissements? Et pour répondre à cette question, Buffett a suivi une philosophie d'investissement simple et rigoureuse, articulée autour de principes fondamentaux que Charlie Munger, son associé de longue date, résume ainsi. Premièrement, il faut comprendre ses investissements. C'est un peu bateau, mais il dit que nous investissons que dans les choses dont nous sommes capables de comprendre. We have to deal in things that we're capable of understanding. Deuxièmement, il faut investir dans des sociétés ayant un avantage compétitif durable. Nous privilégions les entreprises avec des barrières à l'entrée solides et un avantage compétitif durable. And then, once we're over that filter, we have to have a business with some intrinsic characteristics that give it a durable competitive advantage. Troisièmement, les entreprises doivent être bien gérées. Nous choisissons des entreprises dirigées par des équipes talentueuses et intègres. And then, of course, we would vastly prefer a management in place with a lot of integrity and talent. Et quatrièmement, quand on a la bonne entreprise, on ne doit pas l'acheter à n'importe quel prix. Parce que peu importe à quel point une entreprise est excellente, elle ne vaut jamais un prix infini. And finally, no matter how wonderful it is, it's not worth an infinite price. Et cette dernière règle, c'est l'importance du prix d'acquisition. C'est un élément clé de la stratégie de Warren Buffett. Parce que peu importe la qualité de la société, le prix payé doit toujours être raisonnable et prendre en compte une marge de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, c'est que les bonnes entreprises sont toutes à des prix très élevés. Parce que Warren Buffett, dans sa lettre aux actionnaires de 2023, il explique qu'aucune entreprise en dehors des États-Unis est intéressante pour déployer du capital de façon massive. Quant aux États-Unis, il n'y a qu'une poignée de candidats potentiels. Et c'est pour ça que Warren Buffett dit qu'il pense qu'il sera improbable que la performance de Berkshire Hathaway qu'il a eu sur les précédentes décennies soit la même sur les années à venir. Et donc l'idée de cette vidéo, c'est de voir comment un investisseur lambda en particulier peut survivre dans un environnement où le prix des actifs et des actions paraît être assez élevé. Et donc quelle stratégie on doit suivre pour bien investir et que doit-on acheter? Donc juste avant de commencer cette vidéo, je me présente rapidement, je m'appelle Nicolas Domnesc, j'étudie à Paris Dauphine et HEC Paris en finance, j'ai aussi pu travailler en banque d'investissement et ça fait maintenant 4 ans que je partage du contenu sur les finances personnelles sur mes différents réseaux sociaux et pour essayer de vulgariser les concepts financiers pour qu'ils soient accessibles à tous. Et je suis aussi le fondateur de Investing où on accompagne les particuliers à investir sur les marchés financiers de manière réfléchie et d'une manière qui est adaptée aux objectifs de chacun. On a accompagné des centaines de personnes pour leur permettre de se lancer en bourse de manière simple et efficace. Et pour venir à cette vidéo, dans un premier temps, on va voir quels indices nous laissent penser que le marché est aujourd'hui survalorisé et ensuite que faire. Donc pour cela, on va s'appuyer sur les principes développés par Warren Buffett et son acolyte Charlie Munger. Donc premièrement, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi peut-on penser que le marché est aujourd'hui survalorisé? Et pour répondre à cette question, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Shiller Ratio? Le Shiller Ratio, c'est une sorte de version améliorée du Price Earning Ratio, assez classique, et ce ratio a été conçu par le professeur Robert Shiller et popularisé dans le livre Irrational Exuberance, qui a été publié au sommet de la bulle Internet et qui démontrait, quelques mois avant son explosion, que le Nasdaq était complètement survalorisé. Et donc, le Shiller Ratio, c'est un outil clé pour évaluer la valorisation globale du marché et notamment le S&P 500. Pour rappel, le S&P 500, ce sont les 500 plus grosses boîtes cotées aux États-Unis. Et le Shiller Ratio calcule en effet la valeur des actions en utilisant une moyenne des bénéfices par action, donc le BPA, bénéfices par action, des 10 dernières années, et ça ajusté à l'inflation. Et ensuite, on divise le prix actuel de l'indice boursier, comme le S&P, par ses bénéfices ajustés. Et donc, ce ratio est particulièrement intéressant parce qu'il offre une perspective de long terme. Parce que quand le ratio est beaucoup plus élevé que sa moyenne historique, donc de 17,2, ça indique que les actions sont probablement survalorisées de manière générale et que les performances futures risquent d'être plus faibles. Et quand le ratio est inférieur à cette moyenne, ça suggère que les actions sont abordables et qu'elles offrent de meilleures chances de bonnes performances et donc de gagner de l'argent en tant qu'investisseur particulier. Et donc le Shiller Ratio, bien que ce soit utile, ça présente aussi certaines limites. Par exemple, si on compare les niveaux actuels à leur valeur historique, c'est délicat parce que les pratiques financières des entreprises ont évolué, notamment avec l'essor des rachats d'actions. Et aussi ce ratio ignore également les changements dans la composition des indices, comme le S&P 500 qui intègre régulièrement de nouvelles entreprises et secteurs. Et aussi, il ne distingue pas les différences de croissance entre les secteurs, qui certains progressent bien plus vite que d'autres. Oui, il y a des limites, mais il est aussi important de noter que le Shiller Ratio, ça a récemment atteint un niveau extrêmement élevé, à quasiment 39, et qui était proche de celui de la bulle Internet de 44. Et ça indique que même en tenant compte de ces défauts, le marché actuel semble survalorisé par rapport à ses tendances de long terme. Il y a un deuxième élément qui peut nous laisser penser que les marchés sont survalorisés, c'est la stratégie suivie par de grands investisseurs comme Berkshire Hathaway. Parce que depuis 2023, Berkshire a en effet cédé
possédait près de 70% des actions Apple de son portefeuille. Et donc pour appuyer cela plus en détail, on va l'illustrer avec un article publié dans la lettre du Verniman du mois de novembre 2024. Donc Warren Buffett est un investisseur majeur d'Apple depuis 2016, période où l'action se négocie avec un PER, donc un ratio court-bénéfice de seulement 13. À l'époque, l'entreprise était bien moins valorisée, cela ne l'a pas empêché de connaître une croissance spectaculaire. Et le bénéfice par action a triplé, tandis que le cours de l'action a été multiplié par 9. Pourtant aujourd'hui, le PER est à 37. Et donc ça signifie qu'Apple est beaucoup plus cher par rapport à ses bénéfices qu'à l'époque où Buffett a commencé à investir. Et c'est cette hausse importante du prix de l'action qui semble avoir poussé à réduire son exposition. Et donc pour justifier le cours actuel, les analystes prévoient qu'Apple continuera de croître avec des ventes progressant de 10% par an d'ici 2029, soit plus de 200 milliards de dollars de hausse. Donc le bénéfice net devrait augmenter de 14% par an, soit près de 90 milliards au total. Et réaliser que ces chiffres impliquent des hypothèses plus qu'ambitieuses, parce qu'il faut l'amélioration des marges. La marge d'exploitation passerait de 31,7% en 2024 à 36,7% en 2029, alors qu'Apple a lui-même averti que ses futurs produits pourraient avoir des marges inférieures à celles de l'iPhone. Aussi, il faudrait une rentabilité record, parce que la rentabilité économique avant impôt est déjà exceptionnelle et elle devrait encore monter pour les années à venir. Et donc ces projections semblent très optimistes, voire peu réalistes. Et puisqu'Apple, c'est l'une des locomotives du marché américain, on peut se dire qu'il y a des chances que le marché au global repose sur ce genre de prévision et qu'il est donc survalorisé. Mais du coup, que devons-nous faire pour investir en 2025 alors que toutes les actions semblent si chères? Le conseil numéro 1 de Warren Buffett, c'est d'attendre des opportunités. Lorsque vous êtes un investisseur actif, il faut acheter au bon prix parce que c'est indispensable pour obtenir une bonne performance. Il faut donc attendre des opportunités. Et Warren Buffett l'a souligné en 2019 dans sa lettre annuelle aux actionnaires en disant que dans les années à venir, nous espérons investir une grande partie de nos liquidités dans des entreprises durables. Toutefois, à court terme, nous ne voyons pas d'opportunités d'investissement significatives parce que les prix actuels étant extrêmement élevés pour les entreprises de qualité. Et donc, Warren Buffett n'a pas de FOMO, qui est la peur de passer à côté de quelque chose. Il préfère être patient et accumuler de la trésorerie, comme on peut le constater dans le bilan de son fonds. Et c'est pour cela que le niveau de trésorerie de Berkshire Hathaway a en effet atteint le niveau record de 325 milliards de dollars au Q3 de 2024. Et pour que vous ayez un ordre d'idée, la capitalisation boursière de McDonald's est actuellement de l'ordre de 200 milliards de dollars, celle de Nike 80 milliards de dollars. Et donc en théorie, Warren Buffett pourrait donc racheter ces deux entreprises. Le conseil numéro 2 de Warren Buffett, c'est de privilégier l'investissement passif. Si vous n'êtes pas un investisseur actif, tant mieux, car Warren Buffett a plusieurs fois recommandé l'investissement passif. Parce que dans le cas d'un marché survalorisé, on peut adopter une stratégie en DCA, donc le Dollar Cost Averaging, qui permet d'entrer dans le marché quel que soit son niveau, tout en gardant des liquidités, ça dans le but de profiter un peu de sol à venir en cas de baisse soudaine. Et Buffett a par exemple expliqué que la meilleure chose qu'il aurait pu faire le 11 mars 1942 lorsqu'il a acheté sa première réaction aurait été d'acheter un fonds indiciel et de ne jamais y toucher. On this March 11th, in a couple of weeks, it'll be 77 years since I bought my first stock, and I paid $114.75 for 3 shares of City Service Preferred. But if you'd been a pension fund and you put $1 million into the S&P 500 at that time and reinvested it, during my investing lifetime, that million would have turned into 5.3 billion. Après, les fonds indiciels en 1940 n'étaient pas encore disponibles, c'était à partir des années 80. Et donc, le conseil de Warren Buffett pour les investisseurs passifs, c'est hyper simple. Il faut investir régulièrement et ne jamais se laisser distraire par les fluctuations du marché. Parce que selon lui, la clé du succès pour un investisseur passif, c'est juste de maintenir une vision à long terme. And generally speaking, productive assets are going to be worth more in this country. And if you own a diversified group of productive assets, you'll do fine as long as you don't read the papers. Parce que plutôt de chercher à timer le marché ou de réagir aux nouvelles à court terme, l'investisseur passif doit être constant et investir à intervalles réguliers. I don't have the faintest idea how to buy and sell stocks for a day or a week or a month. I know how to buy businesses for a long period of time. Ensuite, le conseil numéro 3 de Warren Buffett, c'est de bien savoir gérer l'inflation. Parce que l'inflation a considérablement augmenté lors de l'après-Covid. Parce qu'en effet, lors du Covid, les gouvernements ont déversé des milliards d'euros, des milliards de dollars dans l'économie, ce qui a du coup aussi permis aux gens et aux entreprises de s'endetter à bas prix et d'accumuler une épargne considérable. Mais durant l'après-Covid, cette épargne a été libérée et les gens ont recommencé à consommer d'un coup. Et ça a entraîné une inflation généralisée dans le monde occidental. Et l'inflation n'est toutefois pas nouvelle. Elle était d'ailleurs bien plus élevée dans les années 70-80, période où Warren Buffett investissait déjà. Et donc Warren Buffett a donc de précieux conseils à nous donner sur ce sujet. Parce qu'en 1982, Warren Buffett a écrit dans sa lettre annuelle aux actionnaires qu'en période inflationniste, il est recommandé d'acheter des entreprises ayant deux caractéristiques principales. Premièrement, la capacité d'augmenter
monter facilement les prix sans baisse de volume ou de perte de part de marché. Et deuxièmement, la capacité de faire augmenter les volumes avec de faibles coûts, de faibles investissements supplémentaires. Et par exemple, Coca-Cola et Apple sont des entreprises qui ont ces caractéristiques. Apple a constamment augmenté ses prix depuis le lancement du premier iPhone tout en gagnant des parts de marché. Et pareil pour Coca-Cola, c'est une marque si forte que malgré les augmentations de prix, il y a peu de chances que les clients cherchent des produits concurrents. Et donc comme par hasard, Warren Buffett investit dans ces deux entreprises et cela a été un véritable succès pour lui. Et son dernier conseil, c'est de tenir compte des taux d'intérêt et de comprendre leur cyclicité. Parce que pendant l'après-Covid, pour atténuer l'inflation, les principales banques centrales ont amorcé des politiques de hausse des taux. Et le problème des hausses de taux, c'est que ça fait mécaniquement baisser le prix des actions. Et Warren Buffett compare ça un peu à la gravité. Et donc pour te l'expliquer rapidement, c'est assez simple à comprendre. Parce que quand les taux d'intérêt montent, une obligation génère davantage de performance. Et donc des investisseurs vendent leurs actions, ce qui fait baisser leur prix et achètent des obligations à la place. Inversement, quand les taux d'intérêt diminuent, les obligations rapportent moins, donc des investisseurs vendent des obligations et achètent des actions, ce qui fait donc monter leur cours. Et évidemment, en tant qu'investisseur individuel, on n'a aucune influence sur l'environnement macroéconomique, sur les taux d'intérêt, il faut faire avec. Et donc prédire des hausses et des baisses de taux, c'est également risqué parce qu'il y a toujours des imprévus. Après, bien sûr, on peut voir les grandes lignes, mais de manière très précise, c'est assez dur. Parce que comme je l'ai dit, il y a toujours des événements imprévus qui peuvent entraîner des chocs inflationnistes, comme ça a été le cas avec les chocs pétroliers dans les années 1970. Et encore une fois, il faut garder la tête froide, il faut voir sur le long terme. Parce qu'en cas de hausse des taux, le prix des actifs, en particulier de croissance, vont être sous pression, mais ça ne veut pas aussi forcément dire que les fondamentaux ont changé et que du coup c'est des mauvaises entreprises. Donc voilà, dans cette vidéo on a vu pourquoi selon moi le prix des actions aujourd'hui serait peut-être un peu élevé et comment faire pour investir de manière efficace quand le prix des actions paraît élevé avec des conseils de Warren Buffett. Et si vous souhaitez davantage de détails sur la gestion de votre portefeuille lorsque les actifs sont survalorisés, je vous invite à réserver un appel avec moi ou un membre de l'équipe e-investing. Dans cet appel, on pourra vraiment vous aider à mettre en place une stratégie d'investissement avec un plan d'action détaillé pour vraiment vous aider au maximum à atteindre vos objectifs financiers pendant cet appel. Le lien pour réserver votre appel se trouve en description. Il y a un rapide formulaire pour qu'on puisse bien comprendre votre cas et voir comment on pourrait vous aider au maximum. Et c'est toujours un plaisir de vous aider pendant ces différents appels. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.